Consolation d'être en votre belle compagnie, consolation en ces temps de génocide en direct et qui rappelle le génocide que nous avons vécu tout au long de la colonisation, mais aussi durant ces tristes journées qui ont débuté durant le 8 mai 1945 et que nous sommes en train de commémorer cette semaine. Et durant cette commémoration, nous allons explorer ensemble, si vous le voulez bien, les rapports entre littérature et propagande, puisque toute littérature présente une vision du monde, et ceux qui ont bien compris cela ont investi dans la littérature leur propagande impérialiste ou néocoloniale. C'est ce que nous allons explorer ce soir avec mon invité. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Ammar Belkhoudja. M. Belkhoudja, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous et de participer à des émissions fort instructives. C'est votre participation qui les rend instructives et je l'espère passionnantes pour les amis qui nous suivent. Je rappelle pour ceux qui vous ne connaîtraient pas que vous fûtes journaliste, vous êtes écrivain, docteur honoris causa de l'université de Tiaret. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, vous êtes passionné d'histoire, de poésie aussi. Vous avez consacré beaucoup d'ouvrages à Momo, notamment Momo, la magie des mots. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir pour ça. Oui. On peut citer aussi les grandes figures révolutionnaires telles que Ali el-Hammami et la montée du nationalisme algérien. Oui. Vous avez ferraillé contre justement le système sionnazi avec les crimes génocidaires d'Israël, entre autres ouvrages. Absolument. Et ce soir, avec votre aimable concours, nous allons faire des mises au point, puisque oui. Vous avez signé un recueil de chroniques qui s'intitule Mise au point et qui parle entre autres justement des rapports entre littérature, néocolonialisme, colonialisme et propagande. Et d'emblée, l'ouvrage s'ouvre justement sur un sujet brûlant d'actualité qui est le rapport des intellectuels à la Palestine, et ça résonne de manière tout à fait brûlante avec l'actualité. Vous citez dans votre ouvrage Michel Colomb qui dit « La Palestine est le baromètre de l'état du monde, du combat entre domination et liberté. » Et qu'est-ce qu'un intellectuel qui ne s'investirait pas dans ce combat-là? Mise au point. Mise au point, c'est une notion qui nous permet de mettre les pendules à l'heure. C'est important, c'est important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut m'autoriser, je vous en prie, à dire qu'en face de moi, il y a un écrivain et un poète. Parce que je suis un poète. Nous partageons un peu ce point commun. Je suis poète dans le sentiment, et j'ai en face de moi un poète. J'ai en face de moi un écrivain qui me donne des soucis. Parce que quand je le lis, quand je vous lis, M. Jawad Rostom, écoutez, j'ai besoin d'un dictionnaire. Hein. Parce que le riche vocabulaire que vous employez, ça nécessite une investigation littéraire. Vous êtes critique littéraire. Et là, je le dirais avec toute honnêteté, avec toute sincérité, que le critique littéraire, le critique cinématographique, le critique de l'art dramatique, le critique des arts plastiques, ça ne coupe pas les rues. Ce n'est pas encore dans nos mœurs que... Et puis, à propos de mœurs, généralement, il y a cette confusion qui est faite par l'attitude des écrivains ou des artistes d'une manière générale. Hein, cette confusion d'avoir une hostilité vis-à-vis du critique en l'accusant d'être un partisan du dénigrement, alors qu'il y a une différence fondamentale parce que le critique littéraire ou le critique des arts d'une manière générale est une fonction très importante qui intervient pour nous éclairer le lecteur d'une manière générale sur ce qu'il ne peut pas aborder à travers une lecture ou à travers une exposition d'art plastique ou à travers un spectacle d'art dramatique. Voilà, je devais rendre à César ce qui lui appartient. Félicitations pour tout ce que vous faites, parce qu'il y a un avenir qui se dresse et qui est prometteur. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci, justement, ce n'était pas du tout prévu dans la feuille de route. Je tenais à le dire. Hein. J'espère qu'on ne va pas faire la course pour rattraper le temps. Alors, justement, sur ces mises au point et qui s'ouvrent justement sur la question palestinienne et le rapport des intellectuels à la question palestinienne. Alors,
Ceci est dramatique. Dramatique parce que vous avez cité un nom, hein, Michel Colomb, qui est belge, qui ne s'arrête pas de dénoncer ce qui se passe, ce qui s'était passé, ce qui se passe encore en Palestine et à Gaza plus particulièrement. Michel Colomb, un intellectuel honnête, intègre, qui a ce courage politique de dénoncer, ces actes maléfiques et criminels. Cependant, que d'autres intellectuels parmi nous nient catégoriquement le drame des Palestiniens. Et je prends l'exemple de Kamel Daoud, puisque dans mon ouvrage, il y a un texte que je lui ai réservé et qui m'a... C'est outrageant, hein, lorsque Kamel Daoud dit « La Palestine n'est pas mon affaire ». Mais alors, comment expliquer qu'elle est devenue l'affaire de Michel Colomb, elle est devenue l'affaire de Roger Garoudi, des étudiants de Harvard en ce moment, de Yale, oui. Alors, comment n'est pas... Ce drame n'est pas pris en charge par certains de nos intellectuels. Je citerai Kamel Daoud, parce que ça fait 5 ans, j'ai fait une mise au point. Hein. Oui. Et ça fait 5 ans que j'ai fait une autre mise au point à Boualem Sansal. Et on va y arriver. Là, il est un devoir pour l'intellectuel algérien, pour l'écrivain algérien, l'écrivain dans la littérature et dans l'histoire. Je me suis engagé à livrer 2 ouvrages, Les crimes génocidaires d'Israël et Israël dans le crime et l'impunité. Je ne m'arrête pas d'écrire parce que le crime persiste depuis 1947. Il faut que les plumes les plus intègres, les plus honnêtes, les plus engagés se mettent à écrire pour dénoncer au fur et à mesure des actes criminels d'Israël, pour dire qu'il y a quand même un groupe d'intellectuels, un groupe de gens sensibles à ce qui se passe pour combattre et dénoncer par la plume un peu ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Alors on va voir justement cette interaction entre intellectuel et engagement et prise de position sur les grands problèmes de l'époque. S'il y a un intellectuel et un écrivain qui a tergiversé et qui a joué au saltimbanque, si je puis dire, si je puis emprunter ce terme au docteur Ben Saada, sur les grandes questions de son époque, c'est Albert Camus, auquel vous réservez aussi une mise au point dans votre ouvrage. Et si vous permettez, je vous cite, vous dites au sujet de Camus, alors, pourquoi Camus m'éblouirait-il tant? Il n'a ni la stature de l'humaniste Léon Tolstoï, ni le style puissant, fébrile et percutant d'Ernest Hemingway, ni encore la proximité de la plume de Zola avec la misère, les luttes et le drame des mineurs décrits magistralement dans une œuvre hautement captivante, germinale. Et vous citez encore d'autres auteurs engagés dans leur époque. Pourquoi Camus est-il porté au nu, a fortiori en Algérie, au vu de ses positions justement par rapport à la révolution algérienne? Nous sommes en face d'une confusion. J'ai cité certains auteurs parce que je suis versé beaucoup plus dans l'histoire et l'investigation historique, beaucoup peut-être plus que l'analyse d'un ouvrage littéraire. Mais la liaison que je fais entre un travail de littérature et son auteur, c'est ses positions politiques. Là, c'est déterminant, hein, que Camus soit amené aux premières loges chez certains de mes compatriotes. Ça, je trouve ça un peu malhonnête, parce que Camus, dans toute son œuvre, c'est pas moi qui le dis, j'ai assisté, ça fait une bonne trentaine d'années ou un peu plus, à un colloque sur la littérature en Méditerranée, à Oran, et auquel avait assisté Katib Yassine. Katib Yassine, dans son intervention, en abordant un peu les écrivains, était intraitable en proclamant
que dans toute l'œuvre d'Albert Camus, l'Algérien, la société algérienne est transparente. Est absente, est invisible. Et il ajoute, il a précisé lors de ce colloque que dans toute l'œuvre de Camus, l'Algérien est absent et quand il est cité, quand il apparaît, c'est un Algérien, c'est un Arabe qui devait mourir sur une plage. Voilà un peu ceux qui prennent la peine d'analyser sans recourir à la psychanalyse, hein, parce que la psychanalyse intervient aussi dans ce domaine, pour nous éclairer un peu sur l'attitude politique et idéologique de l'auteur. Il ne suffit pas d'écrire, mais il suffit de voir un peu le comportement psychologique d'un auteur que nous allons retrouver à travers les lignes de ses écrits. Ça, c'est très important. Hein. Comme nous n'avons pas ce luxe de faire appel aux psychologues et aux psychanalystes, eh ben, la tâche et la besogne est entre les mains des critiques littéraires. Et vous dites justement, vous mettez en lumière les stratégies discursives qu'emploie Camus, et qui sont en fait des sophismes qui datent justement des sophistes. Et notamment, vous dites dans sa première réflexion, l'auteur de L'étranger, 8 mois après le déclenchement de la guerre de libération nationale, met sur un même pied d'égalité l'oppresseur et l'opprimé, et parle longuement de terrorisme algérien et de répression tout court. Et donc, qui dit répression, dit en fait réaction à une violence première qui est celle des Algériens. Et vous dites attitude qui nous renvoie plus tard à tout ce qui condamne la violence d'où qu'elle vienne. Et là, on voit un peu cet irénisme qui permet en fait de promouvoir le statu quo. Oui, là aussi c'est délibéré qu'un auteur comme Camus n'arrive pas à trancher honnêtement entre deux situations. Première situation, c'est celle des Algériens qui avaient résolu le 1er novembre 1954 de prendre les armes pour démolir, pour abattre le colonialisme, le régime qui persistait depuis 1830 jusqu'en 1954. Et Camus va se trouver face à une situation complexe pour lui permettre de faire un choix définitif, honnête et intègre. Là, il va vaciller entre deux situations. La première situation, c'est le qualifiant des résistants algériens de terroristes. Terrorisme, je crois que c'est une notion mal employée pour accuser un peuple, pour accuser son avant-garde d'avoir décidé de terminer avec un régime de la honte, de l'exploitation, de la misère. Et du racisme. Et à propos d'identification, il n'a pas été honnête de dire non, c'est un peuple, sa violence est légitime. En face de ces deux antagonistes, de ces deux adversaires selon Camus, il y a la répression. La répression qui n'est pas identifiée. Terrorisme et répression. Répression, il faut le dire, min jaya de la répression. Elle est produite par qui? Oui. Par une répression qui nous revient de loin, qui revient depuis 1830 jusqu'en 1954. Alors, répression, pour Camus, il avait l'air de nous dire attention, n'employez pas le terrorisme, ça va vous coûter cher parce que la répression va être terrible, fatale pour vous. Il nous donne un conseil pour que nous revenions un peu sur cette décision historique de dire non, assez. Donc il y a... Ce paternalisme, c'est comme ça que vous le qualifiez. Comment? Vous qualifiez ça de paternalisme. Oui, le paternalisme qui existe, qui chevauche d'un auteur à l'autre. Chez beaucoup d'auteurs pieds noirs, il y a cette attitude de paternalisme, qui veut concilier un peu l'Algérien avec. Et puis il y a d'autres aspects à propos de l'invisibilité des Algériens dans l'œuvre de Camus. La notion de cette invisibilité, nous allons la retrouver
chez Henri Alleg. Henri Alleg, dans Mémoire algérienne, eh ben, quoique Camus était journaliste à Alger républicain, dirigé par Henri Alleg, ça n'a pas empêché Henri Alleg de dire dans l'œuvre de Camus, là il reprend aussi, c'est la même continuité que l'idée de Katib Yassine. Henri Alleg nous dit que dans l'œuvre de Camus, le peuple algérien est invisible. Donc nous n'avons pas à glorifier un auteur pour dire oui, Camus est un grand écrivain, est un grand philosophe, mais le choix s'imposait. Pourquoi le choix s'imposait pour Roger Garoudi, pour s'imposer pour Michel Colomb, pour ce qui est des Palestiniens? Et pourquoi Camus ne va pas prendre une position claire pour dire oui, il était légitime pour ce peuple de s'insurger contre un régime qui ne convenait pas aux vertus humanitaires de manière générale. Hein. Pas uniquement vis-à-vis des Algériens, mais le colonialisme est un fait, est un phénomène qui n'a pas apporté beaucoup de choses à l'humanité et aux colonies et aux conquêtes coloniales. Camus, peuple algérien invisible, Katib Yassine, et puis je continuerai peut-être avec Momo. Momo qui va beaucoup plus dans l'accusation. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Hein. Momo, Himoud Brahimi, le grand poète de la Kasbah, qui avait côtoyé, fréquenté Albert Camus, qui l'appelait Bébert. Hein. Bébert, il y avait des relations assez amicales. Ça n'a pas empêché Himoud Brahimi de nous dire, dans l'étranger qui va lui permettre d'accéder à la grande littérature et à mériter le prix Nobel, que Sartre a refusé. Jean-Paul Sartre avait refusé. Je cite Momo. Dans l'étranger, Albert Camus tua l'arabe. Comme il dit, il le tua non pas qu'il soit tueur, il le tue parce que le pouvoir colonial tenait à ce que l'indigène et les Chinois. Ça, c'est des analyses lucides, un peu sur l'œuvre de Camus. Et Himoud qui continue. Albert Camus est victime d'une colonie qui a corrompu les gens du savoir pour écrire des livres d'où nous sommes absents. Ça, c'est Himoud Brahimi. L'invisibilité du peuple algérien chez Camus. Nous allons la retrouver chez Alice Cherki, psychiatre de son état, collaboratrice très proche du docteur François Fanon, qui nous parle un peu du racisme d'une manière générale, hein, du racisme instauré par le colonialisme, parce que sans le racisme, il n'y a pas d'existence de colonialisme. Vous dites que ce sont des frères siamois. Absolument, ils se rejoignent, c'est une condition du colonialisme que de pratiquer le racisme. Ce racisme a été pratiqué chez les deux communautés, la communauté algérienne authentique, propriétaire de sa patrie, et la communauté de peuplement implantée par la force, par le sable et par le canon. Et Ali Cherki nous dit qu'il n'y avait pas de villes européennes et de villes arabes. Il y avait des quartiers, et lorsque l'Européen, celui qui a été installé dans notre pays par le sabre et le canon, il croisait l'Algérien, mais sans le voir. Je trouve ça magnifique hein, pour un psychiatre qui analyse les choses avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance, qu'il n'y a eu jamais fusion entre deux communautés. Ils sont restés plus d'un siècle chez nous, ils ne connaissaient pas un traître mot de l'arabe. Je parle de l'arabe dialectal. Hein. Et les quelques mots qu'ils avaient appris, c'était des mots pour nous insulter. Et on va arriver justement au fait d'ériger de rares exceptions d'échanges intercommunautaires en règle. Cependant, si vous permettez, on va continuer d'explorer le recyclage et la fabrication idéale de la figure de Camus, notamment, trouvaille très à la mode en ce moment, Camus anticolonialiste. Et là, vous citez, Camus écrit: comme il y a une vocation arabe,
il y a une vocation française, à la fois historique et culturelle, à rassembler l'Orient et l'Occident, et donc à fédérer les territoires d'outre-mer avec la métropole. C'est-à-dire là, on parle carrément de vocation, c'est-à-dire de mission civilisatrice finalement, de destinée manifeste. Et cependant, on continue de nous vendre la figure d'un Camus anticolonialiste. Maintenant, c'est le nouveau... Alors avant, c'était... Alors il y a eu la phase, il est déchiré, oui. Il n'a jamais pu... Le cœur, la raison, etc. Alors que même sur le plan esthétique, il y aurait beaucoup à dire, mais ça ne suffirait pas à une seule émission. Ensuite, il y a eu la phase... il y a eu la phase, il faut couper l'auteur de l'homme de l'œuvre. Donc il y a l'écrivain et il y a l'homme avec ses faiblesses et ses positions erratiques. Et puis maintenant, c'est carrément la phase supérieure, c'est non, Camus, même l'homme a été anticolonialiste. Anticolonialiste, c'est archi faux. Et l'étape la plus importante qui nous édifie un peu sur le comportement politique, idéologique d'Albert Camus, c'est la guerre d'indépendance. C'est la guerre de 54, 1962, 1er novembre 1954, juillet 1962. Et lui, il a connu un peu les étapes les plus importantes, les plus cruciales de 1954 à 1960, année de son décès. Camus anticolonialiste, mais il faut nous dire d'abord, est-ce qu'il s'est engagé dans certaines actions qui ont dénoncé la guerre coloniale en Algérie. Et en 1957, Henri Alleg est arrêté par les parachutistes, oui. Torturé. Maurice Audin est arrêté, torturé, assassiné. Et il y a un comité qui va naître à cette époque-là, le comité Audin, pour dénoncer ce qui s'est passé contre l'auteur de la question, Henri Alleg, oui. Et la disparition, l'assassinat, la disparition de Maurice Audin. Un comité qui va se constituer pour dénoncer et mettre en gêne un peu le régime de guerre et d'exception qui sévissait en Algérie et décrété par Guy Mollet et par Robert Lacoste. Camus observe un mutisme inquiétant. Il aurait pu s'intégrer à ce comité dirigé par le professeur Schwartz pour dire oui, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est ignoble. Ça, l'intellectuel le plus honnête, le plus intègre, a le devoir de réagir à certaines questions fondamentales. Il ne l'a pas fait. On ne le retrouve pas dans ces comités qui dénoncent un peu l'assassinat et la disparition du corps de Maurice Audin. Donc, absent à l'appel à la guerre d'indépendance, à la guerre coloniale qui nous a été menée de 1954 à 1962, absent à l'appel avant 1954. Parce que ce qu'il a peut-être sauvé, entre les guillemets, hein, c'est le fameux reportage qu'il a fait sur la Kabylie, sur la misère en Kabylie. Encore que là, il y aurait encore beaucoup à dire. Et encore le paternalisme que nous allons retrouver en lisant le texte de la misère en Kabylie. Hein. Il s'identifie au nous, parce que il faut lire attentivement les textes. Quand il fait la conclusion sur la misère en Kabylie, il dit « Nous n'avons pas été assez justes pour empêcher que la misère sévisse dans cette région. Nous, il s'assimile au régime colonialiste. Il s'assimile et puis cette appartenance à la communauté de domination. Ça, ce qui l'a un peu troublé Albert Camus, c'est le tuteur qui vient dire nous ne sommes pas bien occupés de ils ne sont pas bien occupés de nos ouailles. Oui. Donc, il est ridicule, il est injuste que certains de mes compatriotes ici dans ce pays prennent en charge cette personnalité pour dire « Ah oui, Camus, quand même, prix Nobel, hein, auteur de l'étranger, de la peste. Hein. » Algérien, jusqu'à dire Algérien et compatriote. Oui, jusqu'à dire... Hein. Mais non, il est sans pratiquer être xénophobe. Il dépend d'une communauté
qui a été étrangère dans notre pays. Ce n'est pas nous les étrangers. Elle a été étrangère de ce pays. Et de Germain ou de Chiafino, les plus richissimes de ce pays, jusqu'aux petits cordonniers, jusqu'aux postiers, jusqu'aux cheminots, tous pratiquaient un rejet de l'arabe. Et à propos d'arabe, encore cette définition de l'algérien par Camus. J'ai étudié 2 textes qu'il a publiés dans l'Express, 1956. Dans l'avenir algérien, j'ai compté 19 fois le mot arabe. Et dans terrorisme et répression, j'ai compté encore 16 fois le mot arabe. Les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. C'est un magma. Il nous a dérobé la personnalité et la nationalité. Nous sommes arabes par la culture, peut-être, ou par la langue, mais algériens par l'appartenance à ce sol, à cette patrie. Oui, mais lui nie l'Algérie et on va y arriver d'ailleurs. Alors, on va nous dire, il était déchiré, et puis de là, on va nous dire anticolonialiste. Non. Alors qu'on oublie sa position fondamentale qui est dans ces textes et que tout le monde peut lire. Alors, écoutons Camus nous dire lui-même s'il a été anticolonialiste. Il nous dit « Une Algérie constituée par des peuplements fédérés et reliée à la France me paraît préférable, sans comparaison possible au regard de la simple justice, à une Algérie reliée à un empire d'islam. » On se demande lequel à cette époque. Oui. Bien sûr, il fait allusion à l'Égypte, parce que pour lui, l'Algérien n'est pas autonome dans sa révolution. Il est manipulé par l'Égypte, qui elle-même est manipulée par l'URSS, qui ne réaliserait à l'intention des peuples arabes qu'une addition de misère et de souffrance. C'est gentil pour lui de s'inquiéter pour nous. Et, ça c'est la meilleure, tenez-vous bien, et qui arracherait le peuple français d'Algérie à sa patrie naturelle. Alors, avant que vous répondiez à cela, c'est très drôle parce que, donc, sa patrie naturelle, l'expropriation est devenue naturelle. Camus oblitère complètement l'histoire. Le pauvre, malgré lui, elle ressurgit. Puisque, avant 1954, il aurait pu prendre position sur le génocide du 8 mai 1945, que nous sommes en train de commémorer ces derniers jours. Et qui a suivi, ça ne s'est pas arrêté au 8 mai 1945, vous le savez beaucoup mieux que moi. Or, que dit Camus au sujet de ces massacres de Sétif, Guelma et Kharrata? Tout ceci, en tout cas, doit nous apprendre à ne rien préjuger en ce qui concerne l'Algérie et à nous garder des formules toutes faites. De ce point de vue, les Français ont à conquérir l'Algérie une 2e fois. Donc, les Français ont à conquérir une 2e fois leur patrie naturelle. Le pauvre dit une chose et son contraire. Il y a une idée qui domine chez la communauté européenne en Algérie. Elle remonte peut-être à Maurice, le secrétaire général du Parti communiste français. Maurice Thorez, oui. Maurice Thorez. Qui dès lors, 1936-1937, avait lancé cette idée qu'en Algérie, il y a une nation en formation. Cette idée, un peu, elle a été véhiculée, elle a survécu, et la communauté algérienne, peut-être qu'elle avait adopté un peu ce concept, cette notion, pour dire, oui, il y a les Juifs, il y a les Français, enfin les Européens d'origine, espagnols, maltaises ou italiennes, et il y a les Algériens. Et il ne serait pas impossible que nous formions un peu cette grande famille. Cette grande famille où les Algériens seraient heureux aux côtés des Juifs qui étaient Algériens, beaucoup d'origine berbère, oui. Et qui ont accepté l'application des décrets Crémieux qui a intervenu en 1870 et qui n'ont pas hésité à adopter un peu la citoyenneté française avec beaucoup de facilité, à l'exception d'une bonne minorité de Juifs qui ont gardé un peu le statut de l'indigène, de l'indigénat, de l'indigène, de l'autochtone, parce que les Juifs étaient en Algérie avant 1830. Mais néanmoins, ils ont accepté ce nouveau statut
Ils l'ont accepté en 1962, puisque la majorité a rejoint la France. Une petite minorité a rejoint Israël. Le plus gros des Juifs en Algérie ont rejoint la France. La France, en dépit de l'appel honnête qui a été fait en 1956 à l'intention et à l'attention de la communauté juive pour leur dire « Vous êtes des Algériens, vous êtes nos compatriotes ». Le FLN a utilisé cette notion de compatriote vis-à-vis des Juifs d'Algérie. Ils ont refusé un peu cette perche qui a été tendue et beaucoup, même ils ont servi dans la torture, ils ont servi dans l'OAS, ils ont servi. Donc, il était impossible pour cette fusion entre deux communautés, de religions différentes, de langues différentes, de cultures différentes. Et il était impossible que cette nation en formation intervienne, sauf si la communauté européenne, le régime politique d'une manière générale déployé par la France coloniale, accepterait que la majorité, c'est elle qui doit dominer un peu. Dans les accords d'Évian, il n'était pas question de rejeter le pied noir à la mer. Hein. Ils étaient là. Mais l'histoire, je crois que même la métaphysique a tranché. Oui, l'OAS, la métaphysique, la philosophie, l'histoire a tranché. Non, surtout le mensonge dont vous avez évoqué tout à l'heure, le mensonge que peut véhiculer une œuvre littéraire, c'est que le mensonge est une tare qui a toujours accompagné la France coloniale depuis 1830 jusqu'à 1962. Le mensonge est un outil qui a toujours été utilisé pour tromper l'opinion publique française et pour dire que nous sommes dans la bonne voie et que tout le reste, que tous ces Algériens, toute leur littérature du mouvement nationaliste, tout courant confondu, hein. Oui. Tout cela est en dehors de la mission, de notre mission civilisatrice qui veut du bien à ces petits Arabes, qui ne méritent pas d'être libres, qui ne méritent pas de défendre leur sol et leur patrie. Donc, littérature d'une manière générale, avec Emmanuel Robles, avec Jean Pellegrini, avec beaucoup Jules Roy, je ne sais pas, j'ai pas lu Jules Roy, mais l'histoire a tranché parce que cette communauté n'était pas disposée à s'intégrer. Je ne dis pas à intégrer. Jamais la minorité ne peut intégrer la majorité. C'est la minorité qui doit intégrer la majorité. Oui, encore que pour Pellegrini, les choses sont plus nuancées. Mais on va voir justement Camus être porté au nu par rapport à ses positions vis-à-vis de l'URSS. C'est ce qui va lui valoir justement la fameuse consécration du Nobel. Et à ce moment-là, il va donner des leçons d'engagement. Alors, tenez-vous bien, il va nous dire « Aujourd'hui, les choses sont claires et il faut appeler concentrationnaire ce qui est concentrationnaire. Même le socialisme. Dans un sens, je ne serai plus jamais poli. » D'accord? Il nous dit ailleurs, il vaut mieux que l'intellectuel ne parle pas tout le temps, ça le fatiguerait d'abord et surtout, ça l'empêcherait de réfléchir. Il doit créer d'abord, et cela d'abord, surtout si sa création ne recule pas devant les problèmes du temps. Mais, dans certaines circonstances exceptionnelles, guerre d'Espagne, persécution et camp hitlérien, procès et camp stalinien, guerre de Hongrie, alors là, tenez-vous bien, il ne doit laisser aucun doute sur le parti qu'il prend, se refuser surtout à émousser l'efficacité de son choix par d'astucieuses nuances ou de prudents équilibres et ne laisser aucun doute sur sa détermination personnelle à défendre la liberté. Taratata. La confusion. La confusion, donc, le manque de clarté, et cette disposition à nager dans les eaux troubles. Exactement. À nager dans les eaux troubles, et son écoute, hein, plutôt que les gens qui étaient à l'écoute du discours camusien, peut-être que le Nobel avait contribué. Alors que le Nobel, moi j'ai lu presque toute l'œuvre de Camus. Hein.
j'ai fait des comparaisons hein, avec Ernest Hemingway, Hemingway, avec- Oui, avec Boris Vian, tiens, avec Boris Vian. moi-même, je pense que c'est une œuvre horriblement surfaite, pour prendre le terme. Oui, et ce qui est regrettable aussi, c'est que certains de nos compatriotes, et je citerai Yasmina Khadra, qui avait initié il y a quelques années La l'organisation fameuse d'une caravane. caravane culturelle qui prendrait en charge Camus depuis Paris jusqu'en Algérie. Et faire la tournée en Algérie pour dire Camus est l'un des nôtres, parce que Yasmina Khadra avait proclamé officiellement que Camus était et notre Nobel. Yasmina Khadra s'est approprié Camus et son œuvre pour dire que nous, Algériens, nous devons partager cette œuvre qui est liée intimement à notre culture et à notre patrimoine. Je me rappelle à l'époque, avec beaucoup de camarades à Tiaret et un peu en Algérie, une pétition a circulé pour nous opposer à la circulation, à la balade culturelle de la caravane initiée par Yasmina Khadra. Échec à la caravane, parce qu'il n'était pas question que nous nous approprions, avec tout ce que vous venez de dire, quelqu'un dont les positions n'étaient pas trop claires vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis du colonialisme d'une manière générale. Et j'ajouterai, si vous permettez, Je vous en prie. c'est que Gisèle Halimi, Oui. l'avocate du FLN, Oui. l'avait contacté avant son décès à 59-60, l'avait contacté, elle l'avait croisé quelque part à Paris, et lui disait: est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur mon client qui est condamné à mort? Un prix Nobel, une personnalité connue, possible qu'elle va influencer sur le pouvoir régalien du président de la République. Il avait répondu sèchement que les poseurs de bombes dans les bus n'ont rien à attendre de moi. Ça a été clair et net. Et la confusion qui est faite, elle est reprise par Claire Moscopo, qui a travaillé sur les massacres du 20 août 1955 à Skikda. Tout à fait. Claire Moscopo, elle a dit: mais ce monsieur, il fait la confusion entre deux violences. La violence coloniale, qui n'est pas dénoncée ouvertement avec clarté, et la violence des Algériens. Et il explique, cette dame historienne, elle explique que Camus devait trancher pour dire que la violence des Algériens est une violence largement légitime, contrairement à la violence coloniale qui est illégitime. Elle prend sa source dans l'agression, et il était tout à fait naturel, quand on lit le docteur Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, et quand on lit sa promiscuité, sa fréquentation avec Ber Ramdan, c'est la rencontre de deux grands esprits, étaient d'accord pour dire que la seule issue qui restait, le choix qui restait, le choix déterminant, c'était la violence. Aujourd'hui, il est interdit à tous ces nostalgiques de l'Algérie française, de la guerre coloniale, de l'empire colonial français, de dire oui, les Algériens ont été aussi violents que... Et là, je reviens à notre Lascar, qui justement nous a accusés d'avoir utilisé le terrorisme, a accusé le FLN en 1954 d'avoir utilisé le terrorisme. C'est Boualem Sansal. Oui, on va y arriver si on a le temps. Le plus effrayant avec Camus, justement, c'est quand même qu'il joue au déchiré, mais il est parfaitement lucide sur la situation, puisqu'il écrit à Jean de Grenier: je crois, comme vous, qu'il est sans doute trop tard pour l'Algérie. Je ne l'ai pas dit dans mon livre parce qu'il faut laisser ses chances au hasard historique et parce qu'on n'écrit pas pour dire que tout est fichu. Et on voit justement ce deux poids, deux mesures de Camus parfaitement engagé contre les abus, les exactions du régime stalinien. Cependant, sur l'Algérie, il se tait.
Et cet anticommunisme, et vous-même, vous en parlez dans votre ouvrage, en fait, est plus lié à la confusion, à la position du communisme vis-à-vis du colonialisme qu'à une réelle empathie envers les victimes des dépassements soviétiques. Et si vous permettez, on rappelle que la troisième internationale, afin d'y adhérer, il y avait 21 conditions. C'est l'anticolonialisme. Mais pour Camus, il y a la 8e condition qui est horrible. Oui. Cette 8e condition dit, dans la question des colonies et des nationalités opprimées, c'est clair. Les partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies et opprime d'autres nations doivent avoir une ligne particulièrement claire et nette. Tout parti désireux d'appartenir à la troisième internationale est tenu de démasquer impitoyablement les entreprises de ces impérialistes dans les colonies, de soutenir, non en parole mais en fait, tout mouvement de libération dans les colonies, d'exiger qu'on soit expulsés les impérialistes nationaux, de cultiver dans les cœurs des ouvriers de son pays une attitude vraiment fraternelle à l'égard de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et de poursuivre une agitation systématique parmi les troupes de son pays contre toute oppression des peuples coloniaux. Très clair. Et ça, pour Camus, c'est le cauchemar. Très clair. 1924, la réaction des courants de gauche en France et du Parti communiste français, eh ben, ils ont répondu par l'application sur le terrain. Et ça a été l'âge d'or du Parti communiste français dans les années 20. Ça s'est concrétisé par ce soutien très actif à la guerre du Rif. Soutien très actif à Abdelkrim el-Khattabi, qui se battait sur tous les fronts, le front anticolonialiste français et le front anticolonialiste espagnol. Le Parti communiste français, à cette époque-là, qui répondait un peu aux recommandations de la Troisième Internationale, eh ben, c'était honorable de tous ces militants avec des Algériens qui se trouvaient à Paris. Abdelkader Haji Ali El-Hammami, Aziz Mnawar, Ben Lekhal, il y avait des éléments très actifs qui influençaient, je dis bien influençaient, c'était pas le contraire, hein, des nationalistes algériens qui influençaient leurs camarades communistes parisiens pour leur dire hey, il se passe une guerre coloniale au Rif, il faut que vous preniez position très claire. Mais ensuite, ça va évoluer en dents de scie, hein, chez le Parti communiste français. Oui, hein. Ça va évoluer en dents de scie. Et ce qui est malheureux, c'est que ce même parti, en 1956, les parlementaires français communistes ont voté les pouvoirs spéciaux, dans leur majorité. Alors, pour conclure sur Camus anticolonialiste, si vous permettez, et pour faire une passerelle avec la question brûlante d'aujourd'hui, qui est le génocide en Palestine et à Gaza. Alors, deux citations. Hein. Camus nous dit, si bien disposé, Camus l'anticolonialiste, d'après ses laudateurs, si bien disposé qu'on soit envers la revendication arabe, puisque nous sommes un magma, arabe, hein. On doit se... Il n'y a pas de problème, mais il y a quand même, ça couvre des centaines de millions de personnes. Mais ça cache le racisme quand on dit arabe. Évidemment, c'est un magma indéfini. Tu me dérobes la nationalité. On doit cependant reconnaître qu'en ce qui concerne l'Algérie, l'indépendance nationale est une formule purement passionnelle. Il n'y a jamais eu encore de nation algérienne. La thèse qu'a ressorti Macron de la naphtaline. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Les Juifs, maintenant c'est Camus, les Juifs, les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Berbères auraient autant de droits à réclamer cette nation virtuelle. Alors on peut se dire, ce grand humaniste, ce grand anticolonialiste, qu'aurait été sa position aujourd'hui? Mauvais procès, on ne fait pas de procès aux morts. Écoutons ce qu'il dit lorsqu'il était encore vivant. Ce sont mes amis d'Israël, de l'exemplaire Israël, qu'on veut détruire sous l'alibi commode de l'anticolonialisme. C'est Camus qui parle. Hein. Mais dont nous défendrons le droit de vivre, nous qui avons été témoins du massacre de ces millions de Juifs et qui trouvons juste et bon que leurs fils créent la patrie que nous n'avons pas su leur donner ou leur garder. Résultante diabolique d'une conspiration. Il s'intègre dans une véritable conspiration fomentée contre le monde arabe et plus particulièrement contre le peuple palestinien. La création
le partage décidé par l'ONU en novembre 1947, ça a été un partage injuste qui répondait un peu à tout ce qui se tramait contre les Arabes d'une manière générale et contre la patrie des Palestiniens d'une manière particulière. Et depuis 1947 à nos jours, nous subissons ces conséquences désastreuses décidées par une ONU et par les deux grandes puissances de l'époque, l'URSS et les USA, qui ont influencé sur le partage et sur le vote du partage de la Palestine. Nous subissons des conséquences malheureuses pour dire que c'est un véritable complot envers duquel beaucoup avaient adhéré, à l'exception, je dirais, d'un grand philosophe qui a été effacé dans les sphères intellectuelles françaises, c'est Roger Garaudy. Tout à fait. À l'exception de Michel Colomb, à l'exception de beaucoup d'universitaires juifs, je parle de Hélène Papé, oui, qui a parlé du génocide, de l'épuration ethnique de la Palestine, qui est interdit d'enseigner, oui, je crois qu'il est en Angleterre. Oui, qui a été interrogé par le FBI récemment. Et de Shlomo Sand, avec son livre Comment le peuple juif a été inventé. Il a lui aussi démoli beaucoup de thèses développées par la doctrine sioniste. Alors pour en arriver justement à cette thèse du FLN terroriste, et pire encore, on va y arriver, oui. Dans Oublier Camus d'Olivier Glog, il nous dit plus récemment, puisqu'il y a un autre chantre de Camus anticolonialiste, c'est l'hilarant Michel Onfray, qui nous dit, hilarant parce que ses positions deviennent de plus en plus ridicules. Plus récemment, en janvier 2012, Michel Onfray, c'est Olivier Glog qui parle, Michel Onfray s'est invité dans le débat avec une biographie controversée d'Albert Camus, dans laquelle nulle mention n'est faite du statut particulier des Arabes dans l'étranger. Toutefois, Onfray lui décerne le statut de penseur anticolonialiste dès ses jeunes années, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Mais on a vu le contraire. C'est scandaleux. Non, le plus intéressant, c'est autre chose. Camus a répondu à Onfray, c'est pas la peine de faire ça, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que va dire Onfray ensuite. Ceci est ce que va dire plutôt Olivier Glog, ceci est en contradiction avec les prises de position publiques de Camus, qui, on l'a montré, n'était nullement en faveur de l'indépendance. Rappelons par exemple sa déclaration en pleine guerre d'indépendance en 1958. Camus parle. Il faut considérer la revendication de l'indépendance nationale algérienne, en particulier comme une manifestation de ce nouvel impérialisme arabe dont l'Égypte, présumant de ses forces, prétend prendre la tête. C'est-à-dire que nous sommes incapables d'autonomie, de penser par nous-mêmes. Il faut bien qu'on soit piloté par quelqu'un. Si ce n'est pas l'Égypte, c'est autre chose. Donc, dans l'Égypte, prétend prendre la tête et que pour le moment, la Russie utilise à des fins de stratégie anti-occidentale. Que cette revendication soit irréelle n'empêche pas, bien au contraire, son utilisation stratégique. Donc, notre revendication est irréelle. Bon, l'histoire l'a bien ridiculisé sur cette question. Et Glog ajoute, et ce qui va nous faire arriver à Boualem Sansal, Onfray n'est pas à une manipulation près. Le cahier central de son livre comporte une image de soldats nazis en train de fusiller des opposants, positionnés juste au-dessus de celle d'un cadavre d'une victime du FLN, et c'est Glog lui-même qui met les guillemets. Onfray semble vouloir ici faire un parallèle entre les indépendantistes algériens et les nazis. Ce qui nous amène, pour conclure, à je ne sais pas quel adjectif, donc je vais m'épargner les adjectifs, à ce roman, Le village de l'Allemand de Sansal, qui lui-même va faire un parallèle entre la résistance algérienne et le nazisme, pour dire en fait que le FLN est d'inspiration nazie, rien que ça. Sansal, il va aller plus loin encore que l'accusation de terrorisme. Oui, Sansal n'a pas cessé de colporter le mensonge. Et vous le dites dans Mise au point. Oui, le mensonge, cette histoire des nazis dans les maquis algériens, c'est ce qu'il y a de plus malpropre que de véhiculer une telle insanité sur la présence d'anciens nazis parmi les maquisards algériens.
Bien pire que ça, c'est que c'est la révolution elle-même qui est d'inspiration nazie. Là, c'est encore, oui, oui, c'est encore plus grave, hein, c'est encore plus grave. Ce qui m'étonne, c'est que ces attitudes de vouloir lancer des pavés dans la mare comme ça, cela nous édifie que l'auteur de ces absurdités et de ces mensonges n'a pas dû connaître l'histoire de ce pays. Ou bien L'histoire de ce pays, ou bien de cette qu'il l'ignore. dynastie, de cette Andalousie florissante qui prend ses racines dans ce Maghreb, dans cette Algérie. Donc, on s'arrête et on se fait le larbin et le serviteur d'une idéologie anti-arabe, anti-musulmane, anti-arabe, anti-musulmane, anti-algérienne. Et on ne se gêne plus. On ne se gêne plus de la présence des nazis dans les maquis algériens. On ne se gêne plus d'accuser le FLN de 1954 d'avoir opté pour l'utilisation du terrorisme. Comme si cette guerre anticolonialiste n'était pas une guerre qui prenait sa source depuis tous les soulèvements qui ne sont pas arrêtés depuis 1830 jusqu'au dernier soulèvement de 1917 dans les Aurès et celui de 1914 à Mascara dans les Bni Chogran. Mais c'est une attitude volontaire, délibérée, et qui supporte la doctrine coloniale, la doctrine colonialiste, qui supporte sur ses épaules la doctrine sioniste, au point de supporter toutes ces charges pour plier les Chines. En tout cas, tout cela et bien plus encore, on pourra le découvrir dans votre très bel ouvrage, ces recueils de chroniques où la critique côtoie la poésie. Hélas, le temps manque pour en explorer d'autres aspects. C'était passionnant de discuter avec vous. Je rappelle votre ouvrage Mise au point. Merci encore d'avoir été parmi nous. Un immense plaisir toujours de vous recevoir. C'est réciproque. Et puis, et les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Mise au point de Ammar Belkhouja, n'oubliez pas. Et à très bientôt, Inch'Allah.